Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Si je vous dis Rose-Croix, Illuminati, francs-maçons, je suis sûr que le nom de ces organisations vous est familier et que vous avez même une idée de leurs activités. Mais n'est-ce pas paradoxal pour des sociétés qui sont censées être secrètes ? Quels usages font-elles du secret et comment se positionnent-elles par rapport au monde profane ? Quelles sont les déclinaisons aujourd'hui et les risques éventuels qu'elles font courir ? Pour en parler, mon invité est Pierre-Yves Beaurepaire. Bonjour. Bonsoir Hassan. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, membre senior de l'Institut universitaire de France. Nous nous étions entretenus précédemment lors de votre avant-dernier livre qui s'intitulait « Les Illuminati, de la société secrète aux théories du complot », qui paraissait chez Talandier et qui a obtenu le prix du Sénat du livre d'histoire en 2023. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler du dernier ouvrage qui s'intitule « Les sociétés secrètes, des Rose-Croix aux Anonymous », qui paraît également aux éditions Talandier. Donc, vous avez pas mal travaillé, Pierre-Yves, sur les Illuminati, la franc-maçonnerie. Quel a été le cheminement jusqu'à ce livre qui traite d'une manière plus large des sociétés secrètes et sur un temps plus long du XVIIe siècle à nos jours ? Effectivement, il y a un cheminement. Moi, ma spécialité, c'est plutôt le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Mais j'ai voulu remonter aux origines de ce qui, en travaillant dessus, m'est apparu comme une forme de tournant. J'ai appelé la révolution Rose-Croix, de remonter au début du XVIIe siècle et puis de voir aussi l'évolution sur le temps long, puisque ce qui m'a frappé, c'est que les sociétés secrètes s'influencent les unes les autres, se construisent les unes par rapport aux autres, en récupérant un certain nombre de références, en se démarquant. Donc il y avait vraiment toute une trajectoire qui correspond à l'histoire moderne et contemporaine qu'on pouvait dessiner à travers elle. On peut préciser d'emblée que ça n'est pas un catalogue qui se vaudrait exhaustif, mais plutôt une étude de cas, de certains cas emblématiques, caractéristiques. Et pour commencer, on retrouve des ordres à secret et des sociétés secrètes. Est-ce qu'on peut dire pour nos auditeurs en quoi chacune consiste, et puis donner un exemple type pour chacune de ces deux catégories ? Oui, tout à fait. L'ordre à secret, pour moi, c'est justement l'ordre de la Rose-Croix, surnommée elle-même la confrérie des invisibles, parce que il y a cette dimension de structuration en ordre avec non seulement des rituels, mais à une façon de se penser soit comme individu, mais dans un collectif, et un ordre à secret parce que le secret est celui de l'initiation. Vous évoquiez à l'instant le profane, hein. Profanum, c'est celui qui reste à l'extérieur du temple. Eh bien, il y a cette dimension-là très forte qui est structurante, à mon avis, pendant toute la période. Mais la société secrète, elle apparaît vraiment, moi je trouve, au tournant entre la Révolution et le XIXe siècle, parce que souvent, elle a une dimension conspirative, ce que n'a pas, par exemple, du tout la Rose-Croix. Elle a aussi une dimension de vouloir non seulement c'est pas se mettre à l'écart, mais c'est se protéger, se cacher, se dissimuler par rapport au monde environnant. Et elle fait parfois de la clandestinité sa marque de fabrique. Donc je pense qu'on entre dans un nouveau modèle, très lié aussi à un enjeu politique que l'on ne trouve pas nécessairement auparavant. Et justement, vous postulez que par définition, le secret à la fois nous fascine et nous fait peur. Et vous précisez également, et là je vous cite, que notre fascination pour le secret est éminemment politique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ben en fait, il me semble que oui, il y a deux registres du secret. Il y en a peut-être même trois parce qu'il y a un effet publicitaire aussi. On a envie de rejoindre parce que ou de se documenter parce qu'il y a cette notion du secret. Mais le secret fascine, c'est les deux face de la médaille, hein, fascine, mais aussi il doit terrifier ceux qui n'en sont pas, et les deux se nourrissent l'un l'autre. Il est éminemment politique parce que, par exemple, dans un régime qui est celui de la monarchie d'Ancien Régime, et moi je ne traite pas que de la France, hein, je prends l'ensemble de l'Europe et même des territoires extra-européens, mais le secret est impensable, puisque en fait le secret, ça doit être le monopole du prince, du souverain, et donc c'est éminemment politique parce que c'est l'idée que on peut cacher au sujet puis aux citoyens un certain nombre de choses.
qu'est-ce qu'on peut vouloir nous cacher, etc. Donc ça fait partie aussi donc d'un apprentissage du politique, et je crois que c'est de ce point de vue-là qu'il faut se placer. Ce qui veut dire que donc ce secret, il heurte finalement l'injonction à la transparence dans notre modèle politique occidental. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de société secrète dans des autres modèles politiques qui ne sont pas aussi transparents? Alors moi, je pense qu'il y a toujours des sociétés secrètes dès lors que elles peuvent avoir cette dimension ou conspirationniste ou pour tisser un certain nombre de liens qui échapperaient au regard du prince. Donc ça, je pense que ça peut exister dans toute structure. Après tout, il y en a depuis la plus lointaine antiquité, si on pense aux pythagoriciens, etc. Donc ça, je pense que c'est partout. Mais en même temps, il y a cette dimension paradoxale, effectivement, qu'il y a une injonction à la transparence, mais qui paraît vaine parce que plus ça va avec le discrédit aussi général du politique que nous vivons dans le monde occidental libéral, mais plus il y a cette injonction à la transparence et plus il y a toujours un effet retard. Les puissances disent qu'effectivement, il faut qu'ils soient transparents, mais la moindre petite dissimulation, la moindre petite réécriture fait que toute la construction qui aurait été la leur tombe à l'eau, et que finalement on se dit mais en fait c'est une sorte d'écran de fumée paradoxal puisque c'est censé être de la transparence pour mieux cacher la réalité du secret de ce qui se passe. Donc en fait je pense que ça ne fait qu'alimenter l'omniprésence du secret et des sociétés qu'on associe à tort ou à raison avec ce secret. Vous vous intéressez, Pierre-Yves, alors non seulement aux organisations qu'on va voir après, mais à la façon dont elles ont été représentées par la littérature et le cinéma, et représentations qui d'ailleurs en retour amplifient notre familiarité avec elles. Comment est-ce que d'une manière générale la fiction s'approprie ou déforme ces sociétés secrètes ? Et est-ce que pour être efficace, ces représentations en fiction doivent être quand même assez proches d'une vérité historique ? Moi, je pense que ça, c'est un point essentiel. Enfin, c'est un des thèmes qui m'a le plus intéressé dans le livre. C'est justement de sortir d'une vision où l'histoire serait juste là pour établir un certain nombre de faits, etc., mais s'interdirait de dialoguer avec tout ce qui est fiction. Et on passe là complètement à côté des narratifs. Et faut pas s'étonner qu'après, en refusant, du point de vue de l'historien, de se confronter à ces difficultés, on abandonne complètement ce champ-là à ceux qui vont raconter une histoire, ou parfois se raconter des histoires, mais c'est un ensemble. Et donc ça me paraissait effectivement essentiel. Toutes ces sociétés secrètes, elles ont besoin de narratifs, soit qui les glorifient, soit qui les stigmatisent, parce que c'est une façon aussi de serrer les rangs. Et de ce fait-là, leur force, c'est qu'elles ont toutes réussi. Si on ferme les yeux un instant et qu'on y réfléchit, on a tous des flashs. On a justement l'Empire invisible, là c'est le Ku Klux Klan avec, on le voit déjà, la représentation, etc. Les capes, les capuches, etc. La Rose-Croix, on peut imaginer toutes sortes de références justement entre la rose et la croix. Les Carbonari avec leur complot dans l'Europe libérale du 19e siècle. Enfin, on a tout de suite toute une série de flashs et d'images qui viennent à l'esprit. Ça veut donc dire que pour des sociétés secrètes, elles sont très visibles finalement. Et ce qui les rend visibles, c'est la fiction. Et les deux se nourrissent mutuellement. Et c'est vraiment gagnant-gagnant pour le coup, quitte à travestir complètement la réalité. Vous distinguez 3 âges des sociétés secrètes, en tout cas dans le monde occidental. Le premier, celui des origines, correspond à ce que vous appelez la révolution Rose-Croix, et on va passer pas mal de temps là-dessus, donc au début du XVIIe siècle. Le second âge, c'est essentiellement le XVIIIe siècle, avec l'apparition des Illuminati, des Rose-Croix d'or, des francs-maçons. Et puis le troisième, à partir du XIXe siècle et jusqu'à la période contemporaine, et on va voir comment il se caractérise. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que chaque société secrète qui naît, elle prend aussi pour partie, en fait, les anciennes, celles de la génération d'avant, comme référence. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment une sorte de... c'est une histoire généalogique aussi, y compris le point commun, c'est le masque, le déguisement, la capuche, tout ce qui vient occulter physiquement. Dans les premières références en France,
au Rose-Croix, on a cette confrérie qui dit de manière, on a l'impression que là ça surgit d'un univers fictionnel de communication visible et invisible, peuvent être présents et communiquer à distance avec tel ou tel. Donc je pense que ça c'est ça qui rend omniprésent la société secrète dans notre univers. Et finalement, il y a à la fois une question sans doute de véracité, mais il y a surtout la question de savoir si finalement le scénario qu'elle raconte, l'histoire qu'elle raconte, on peut y adhérer. Soit positivement, soit pour se dire, bah oui, effectivement, tout ce qui se trame là, c'est bien le fait d'eux, et donc toutes ces sociétés ensuite construisent leur narratif par rapport non seulement à l'environnement qui les a vu naître, ça c'est fondamental, elles sont toujours d'ici et de maintenant, mais elles se construisent une histoire, voire se projettent un avenir. Donc elles sont éminemment historiques. Je vous propose, Pierre-Yves, de parler des Rose-Croix, beaucoup d'ailleurs, à la fois parce que c'est en quelque sorte une matrice qui va inspirer les sociétés postérieures, et puis aussi pour prendre une étude de cas un peu détaillée. Vous commencez le livre d'ailleurs par un fait historique, qui est un peu une anecdote d'ailleurs, c'est la découverte de cette société par le peuple de Paris à l'occasion d'affiches qui sont placardées sur les murs à Paris en août 1623. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et ce qu'indiquent ces affiches? Oui, tout à fait. On pourrait se dire que c'est à la fois une pratique finalement ancienne, la pratique du placard, qu'on a très fréquemment, du placard polémique, qu'on est quand même au lendemain des guerres de religion, donc on voit très bien de quoi il s'agit, au carrefour, sur les places, sur les églises, qui annonce finalement que cette confrérie des Invisibles, cette confrérie Rose-Croix, arrive en France, qu'elle n'est pas réservée au monde germanique de la décennie précédente, et que on comprend bien que l'objectif c'est de susciter la curiosité, et que si on cherche à la découvrir, etc., elle se mettra en retrait, elle se montrera pas, et il faut attendre tout simplement que elle communique avec vous, parce qu'elle aura décelé finalement toutes les qualités que vous pourriez avoir individuellement et qui pourraient justifier d'en faire partie. Donc il y a à la fois un effet de même si on utilisait une expression contemporaine triviale, il y a un effet de buzz, parce que première affiche, deuxième affiche, on stimule l'imaginaire, on voit très bien de quoi il s'agit, et en même temps c'est très hypothétique, et ça marche puisque tout le monde en parle, y compris les plus grands savants, la cour, les périodiques de l'époque, des prédicateurs aussi pour dénoncer ce nouveau fléau. Donc c'est tout à fait caractéristique d'une bonne lecture de nos mécanismes psychologiques. Eh ben, vous avez parlé des origines des Rose-Croix en disant qu'elles venaient de la décennie d'avant du monde germanique, et effectivement l'origine on la situe plus particulièrement dans la ville de Cassel, qui est dans la région de Francfort. C'est là-bas que paraissent en 1614-1615 des manifestes, des fascicules assez courts, quelques dizaines de pages, d'abord en latin puis traduits en allemand, qui sont considérés comme des manifestes des Rose-Croix. On va voir ce qu'il y a dedans, mais déjà c'est important. Cassel, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est aussi un foyer du protestantisme calviniste. Et donc en fait, on est dans une époque et dans une région plus spécifiquement traversée par des tensions religieuses. Ah oui, tout à fait. Quand les deux premiers manifestes paraissent, on est à la veille d'une guerre majeure qui va être la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui va absolument bouleverser l'Allemagne. On n'a aucune idée de ce que ça peut représenter en termes de millions de morts, de massacres, et donc vraiment une sorte d'apocalypse. On sent la guerre arriver à ce moment-là, donc finalement, on peut imaginer que tous les écrits d'inspiration millénariste, etc., frappent considérablement les esprits. Quelques années plus tôt, il y a eu aussi des manifestations, qu'on dirait nous astronomiques, dans le ciel, qui viennent terroriser la population. Et il y a l'idée aussi, dans certains milieux protestants, vous évoquiez Kassel et les calvinistes, il y a aussi Tübingen et donc des étudiants luthériens, des futurs théologiens luthériens. Il y a vraiment cette dimension-là où
il y a une aspiration à une nouvelle réforme, en fait, chez les protestants, un siècle quasiment, année après année, après 1517 et Luther, de refondation, d'inquiétude aussi par rapport à la reconquête catholique et puis aux ambitions pontificales. Enfin, il y a vraiment une sorte de chaudron qui est prêt à se déverser et qui fait qu'on est très à l'écoute de ce qui vient marquer l'actualité littéraire du moment, notamment parce qu'il y a les foires de Leipzig et de Francfort. Donc l'actualité littéraire, là, ce sont ces manifestes qui pourraient être perdus parmi une masse d'écrits, qui au contraire vont absolument saisir la population. Là aussi, très bien écrit, très bien fait, puisqu'à la fin du premier, on dit, si ça a de l'écho, si vous répondez, si on sent que le public s'y intéresse, il y en aura peut-être un deuxième. Oui. Donc, c'est assez exceptionnel quand même, comme façon de procéder. Si on reprend, alors en français évidemment, le titre résumé de ces deux fascicules, le premier s'appelle Écho de la fraternité et l'autre c'est Confession de la fraternité, donc qui vont mettre un peu en place la pensée des Rose-Croix. Comment est-ce qu'on peut la résumer, sachant qu'elle ne se limite pas ni à la philosophie ni à la religion? D'ailleurs, il y a aussi de l'alchimie, de la médecine. Comment est-ce qu'on pourrait résumer de manière, disons, cohérente la pensée de ces Rose-Croix? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est une sorte déjà de diagnostic. L'Europe va mal et il y a une image, il y a une métaphore du fait que l'Europe serait enceinte et qu'elle serait prête à accoucher soit de son sauveur, soit d'une forme de monstruosité et ensuite se détruire elle-même. Donc il y a un diagnostic d'un monde en péril et il y a un diagnostic qui effectivement veut repérer tous les maux de l'Europe de l'époque, c'est-à-dire alors les mots MAUX, mais c'est aussi la morale. Alors Rome est très lourdement condamnée. On voit qu'on est dans l'univers protestant, qu'un certain nombre de princes essayent de deviner qui sera l'heureux élu avec ses signes dans le ciel, mais sont pas forcément toujours ceux qu'on attend et puis on peut être déçu. Les maux de la société, c'est aussi une forme d'égoïsme, très bien illustré par l'aspect médical, parce que bien sûr il y a l'influence de Paracelse et donc la médecine de la Renaissance avec microcosme, macrocosme, et le fondateur de la Rose-Croix serait inspiré par Paracelse, voire parfois on se demande si c'est pas Paracelse lui-même. Donc il y a cette dimension là avec la recherche donc de la panacée, c'est-à-dire du remède universel, mais qui serait aussi bien pour les corps que pour les âmes, que pour les individus, que pour la société. Donc il y a vraiment cette idée que il faut un sursaut pour que collectivement rechercher les moyens de sauver l'Europe du péril, et ça peut passer aussi par ce qu'on appellerait à cette époque-là les hautes sciences, dont l'alchimie, c'est-à-dire un certain nombre de remèdes qui viendraient de travaux scientifiques qui sont pas encore disqualifiés comme justement non scientifiques, mais qui sont soit cachés, soit dissimulés, soit perdus, et il y a une sorte de quête, de ces remèdes perdus ou enfouis qu'on pourrait mobiliser pour sauver les corps et les âmes. Et il y a un tel désarroi collectif à l'époque que ça joue effectivement parce qu'il y a un vrai succès bien sûr de Paracelse, mais aussi de tout ce qu'on appelle à l'époque la médecine chimique. Il y a des chaires entières qui sont créées pour ça. Et donc il y a vraiment cette dimension à la fois savante, quotidienne, politique. Tous les horizons sont convoqués. Vous dites que c'était une période donc de questionnement, de foisonnement intellectuel quand même significatif, et puis vous montrez aussi que les Rose-Croix vont trouver quand même une oreille auprès des princes, le prince électeur Frédéric V par exemple, une influence qui va être immédiate et durable et importante, et donc qui est importante pour la propagation de leur message. Comment on explique que parmi l'ensemble des productions littéraires et intellectuelles, les Rose-Croix aient eu cette place à cette époque, cette influence ? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre, mais on le constate instantanément puisque tout le monde dialogue avec eux, veut savoir ce qu'il en est. Il faut même imaginer que on a des preuves de la circulation manuscrite de certains de ces textes plusieurs années avant qu'ils paraissent. Donc il y a vraiment une circulation intense
une attention intense des princes, mais aussi Landgrave de Hesse-Kassel, etc., qui envoient un certain nombre d'informateurs qui veulent savoir avoir l'exclusivité des textes. Enfin, il y a vraiment un monde en ébullition par rapport à ça. Moi, je pense qu'ils ont réussi. Il y a d'abord la qualité des textes, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis en fait, il y en a même un troisième. Pour Christian Rosenkreuz, les noces chimiques. Donc auxquelles, c'est pas les siennes, celles auxquelles il assiste. Rosenkreuz, c'est le fondateur mythique du XVe siècle. Voilà, c'est ça. Un siècle avant traduit en français, Christian Rosecroix. Et en fait, là, c'est quasiment du domaine de la fantaisie. C'est-à-dire que c'est un roman initiatique, comme le premier texte était lui une sorte de voyage qui menait jusque à l'Arabie heureuse, donc le Yémen, en passant par le Maroc, toute l'Afrique du Nord, etc. Donc il y a vraiment tout est mobilisé pour avoir des textes courts. Le troisième est plus long, mais des textes qui suscitent quand même l'imagination du lecteur, sa réflexion, qui s'adresse aussi directement à lui. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est en ça que ce sont vraiment des manifestes de ce point de vue-là. Et ça fonctionne très bien. C'est quasiment de la fiction, non? Parce que ces textes ont existé, leurs auteurs aussi, mais est-ce que, alors un peu spoiler, mais est-ce que il y a eu une organisation qui s'appelle Rose-Croix, qu'on imaginerait hiérarchisée avec des protocoles, etc. Est-ce qu'elle a existé ou est-ce que c'est un groupe de gens qui, sous couvert d'une société, en fait, a voulu faire des textes politiques? Alors au départ, c'est clairement une fiction. C'est même, je dirais même plus que ça, c'est une sorte d'exercice littéraire et savant, proposé mais toujours accessible par de jeunes étudiants prometteurs. Ils font tous de très belles carrières, mais de jeunes étudiants qui mettent en fait tous leurs projets, toutes leurs hésitations sur le monde dans lequel ils vivent, mais sous forme d'une narration et de fiction. Et c'est ça qui fonctionne très bien. Pas du tout un manifeste politique, etc. Vraiment quelque chose qui fait appel aussi bien à l'imaginaire que au combat et aux engagements. Donc c'est clairement au départ de la fiction. D'ailleurs, quand on va en dévoiler certains d'entre eux, parce qu'on va comprendre que c'est eux, etc. Non, mais c'est la parade habituelle. C'est un écrit de jeunesse, c'est sans prétention. On a fait ça pour s'amuser, etc. Sauf que ça a tellement bien marché que on a des princes qui envoient un certain nombre d'émissaires enquêter, et puis vous avez des gens qui se prennent au jeu. Ils vont dire mais c'est tellement génial ça. Après tout, c'est le côté performatif du discours. Le dire, c'est le faire. Il suffit de le créer. Parce que l'exemple que je prends dès l'introduction, c'est si vous pensez à un univers qui a marqué aujourd'hui plusieurs générations, aussi bien à travers la littérature que les films, celui de J.K. Rowling avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais le Phénix, c'est l'Ordre de la Rose-Croix. Donc en fait, bien évidemment, il y a des références comme ça qu'on peut trouver à très longue distance et qui viennent de cela, qui ont une capacité aussi de se régénérer, comme le phénix en question. Donc bien évidemment, vous pouvez l'aborder sous l'angle des symboles, sous l'angle visuel, avec toute une iconographie, sous l'angle des pratiques, des rituels, etc., des combats, la structuration d'un ordre avec des degrés. Et donc en fait, on entre dans tout un univers avec son vocabulaire, et bien évidemment, c'était absolument évident que le succès aidant, certains diraient, non seulement je vais les chercher, mais j'en suis, ou si j'en suis pas encore, je vais le créer demain. Et la preuve, il suffit même d'aller sur Internet, alors on va dire aujourd'hui ils sont néo-rosicruciens ou néo-rosicruciens, mais des ordres rosicruciens, il y en a dans le monde entier. Et il y a quelques années, bon là ils ont fait un peu, c'est pas d'une très très grande originalité, ils ont fait des nouveaux manifestes de la Rose-Croix, 4 siècles après. Donc on peut dire c'est une fiction, mais fiction ça veut pas dire faux. Ça veut dire que c'est sur le plan de la fiction et on a cet univers qui est dessiné, cet univers qu'on redoute, cet univers qu'on espère. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là. Et puis certains se disent, ben voilà, le plan de montage est là, le cap est tracé, les perspectives sont extraordinaires, faisons-le. Et ça commence très très tôt, et avec bien sûr des intensités variables, mais 4 siècles plus tard, ça existe toujours.
La relation avec les princes que vous avez évoquée, Pierre-Yves, elle est très intéressante parce que, bien sûr, ils ont influencé les princes, mais quelque part, cette influence était indispensable à leur survie parce que soit ils obtenaient la protection d'un prince, soit ils pouvaient aussi être vus comme des rivaux, comme un danger politique et donc être potentiellement pourchassés ou condamnés. Ah, tout à fait. Et là, moi, je pense que le parallèle est évident avec un siècle plus tôt Luther et les princes. Si Luther ne convainc pas un certain nombre de princes de protéger face à l'empereur, non seulement il est mort politiquement, religieusement, etc., mais aussi physiquement. Là, il y a un certain nombre quand même de personnes qui ont pu être, on dit Rose-Croix, sorcier, paf, c'est condamné au bûcher. Donc effectivement, attirer l'intérêt des princes et ensuite obtenir la protection des princes, c'est absolument vital. C'était la condition sine qua non pour que déjà de ne pas avoir de problème et ensuite que leur message passe avec toujours une ambiguïté parce que le prince a quand même tendance à vouloir se réserver l'exclusivité de ça. C'est-à-dire que la divulgation du secret, c'est tellement contradictoire avec ce que représente le secret pour le prince, sans anticiper sur le XVIIIe siècle, mais quand on dit le secret du roi, c'est la diplomatie parallèle. Et donc, et ce qui est secret pour le roi, c'est tout dont il n'a absolument pas à rendre compte, à part à Dieu, mais surtout pas à ses sujets. Donc, ils sont à la fois fascinés, c'est pour ça qu'ils les protègent aussi, pour savoir, effectivement, il serait bête pour eux de passer à côté d'un certain nombre de pouvoirs, de capacités extraordinaires que la Rose-Croix a ou aurait, et en même temps, ils n'ont pas du tout envie que le commun des mortels puisse y accéder. Ce qui fait que parfois, ils ont aussi une attitude ambivalente. Ils protègent, mais ils peuvent aussi vous enfermer ou aussi vous faire sentir à quel point vous êtes dépendant de cette protection. Les Rose-Croix tombent dans un oubli, disons, relatif dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle apparaissent de nouvelles sociétés qui sont donc la deuxième partie de votre livre. Alors certaines sont... on voit l'affiliation étymologique, il y a les Rose-Croix d'or, et puis d'autres non, les Illuminaten dont on va reparler, et puis les francs-maçons. Est-ce que ces trois sociétés, disons, est-ce qu'elles revendiquent une filiation avec les Rose-Croix d'origine ? Et quels sont finalement les points en termes d'organisation et de symbolique qu'elles ont repris à leur compte ? Alors, on retombe sur la question vraiment essentielle de la généalogie. Et la généalogie, classiquement, à l'époque moderne, quand on a du mal à l'établir précisément, on l'invente. Une famille aristocratique invente un certain nombre d'ancêtres, même ça fonctionne aussi pour les familles royales, etc. Donc, bien évidemment, cette invention, non seulement de la tradition, mais de la généalogie, elles ont tout ça en commun, je dirais. Ce qui plaît beaucoup, c'est le terme. Donc le terme, on se réapproprie, comme dans les Rose-Croix d'or, clairement, où il y a une dimension qui est beaucoup plus alchimique que chez les Rose-Croix. Parce que chez les Rose-Croix, il y a de l'alchimie, mais ils mettent en garde contre un mauvais usage de l'alchimie qui serait utiliser ses pouvoirs pour transformer du plomb en or, etc. Eux, ce à quoi ils pensent, c'est une chimie noble, celle qui va réparer les maux de la société, et pas du tout pour s'enrichir. Alors que la dimension alchimique, on est en plein XVIIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, on se passionne pour l'alchimie. Il ne faut pas avoir qu'une vision rationnelle ou rationaliste du XVIIIe, sinon on passerait complètement à côté de ce pan-là. Elle est très très présente donc dans le groupe des Rose-Croix d'or, et les Illuminaten sont en fait les rivaux des Rose-Croix d'or. C'est-à-dire que initialement, c'était l'objet du livre sur les Illuminaten devenus Illuminati, vous avez cité, quand leur fondateur, Spartacus, donc Adam Weishaupt, crée les Illuminaten, c'est pour contrer les Rose-Croix d'or qu'il voit se développer beaucoup en Bavière et dans le sud de l'Allemagne. Alors que lui est adepte des Lumières radicales et a une vision matérialiste de la philosophie du XVIIIe siècle. Donc soit on se définit comme héritier, soit on se pose en s'opposant à un autre mouvement, ici les Rose-Croix d'or. Et les francs-maçons, eux, une des caractéristiques de la maçonnerie du XVIIIe siècle, à cause de son développement extraordinairement rapide, c'est en fait, elle attrape tout. C'est-à-dire qu'on peut tout y faire.
du symbole ou alors toutes sortes d'activités qui relèvent de la bienfaisance ou de la philanthropie. Rose-Croix, ça fascine. On va créer un grade de souverain prince de Rose-Croix. On va créer aussi un chevalier Rose-Croix qui existe toujours aujourd'hui dans le rite maçonnique le plus pratiqué au monde. Donc la maçonnerie recycle, elle invente beaucoup. Elle, au sens de créer, elle crée beaucoup, mais elle recycle aussi beaucoup de l'existant. Et ça serait vraiment dommage de passer après à côté de ce corpus symbolique extraordinaire, l'iconographie en couleur absolument magnifique qui a été développée. Donc, elle fait le pont avec tous ces ordres secrets. Oui, vous avez dit que les Illuminaten étaient donc antagonistes par rapport aux Rose-Croix d'Or et que les francs-maçons étaient peut-être un peu au centre, mais d'ailleurs, vous avez montré aussi dans le livre précédent sur les Illuminati que les Illuminaten allaient infiltrer les loges maçonniques, à la fois parce que elles partagent une partie des idées et puis aussi parce que elles ont siphonné des membres. Et ce qui est important de noter dans ce XVIIIe siècle, c'est que ces trois sociétés-là, elles visent en fait le même cœur de cible, c'est-à-dire des hommes des couches les plus aisées de la société. Oui, tout à fait. Et qui sont passionnés aussi bien par les découvertes, la lecture de manière très large, une dimension encyclopédique, mais sans jamais s'interdire l'accès aux sciences que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut avoir des positionnements qui ont l'air diamétralement opposés, mais effectivement avec la même cible. Et dans le cas des Rose-Croix d'Or, par exemple, où là, il n'y a pas d'infiltration des loges, ils ont leur propre structure qu'on appelle le cercle, et dans ce cas-là, ils attendent de la maçonnerie qu'elle soit une forme de, de préparation à l'entrée dans la Rose-Croix d'Or. On passe les 3 premiers grades maçonniques et ensuite on est Rose-Croix d'Or. Alors qu'effectivement, c'est beaucoup plus cynique chez les Illuminaten. C'est vraiment de les infiltrer, de siphonner leurs membres parce qu'en fait, les maçons sont des dizaines de milliers. Donc si on veut faire nombre, on peut faire main basse sur eux, quitte à changer complètement leur rapport au monde puisque le maçon, lui, est simplement... c'est pour ça que je parle de piège du secret. Son secret est un secret initiatique. Il n'a pas du tout de vision complotiste, etc. Il est fidèle aux autorités établies, mais il s'agit quand même de le faire basculer dans un monde où du secret initiatique on passe à la clandestinité. Et ça, c'est une véritable révolution que beaucoup de maçons ne sont pas du tout prêts à accomplir au XVIIIe siècle. C'est pour ça que la plupart du temps, ils avancent, pour le coup, les Illuminaten avancent masqués, ne leur disent pas. Voilà. Alors que la Rose-Croix d'Or considère que il n'y a absolument pas, c'est un pan du savoir, un pan de la connaissance qu'on peut explorer, et il n'y a pas du tout, le secret est très fort, il est fonctionnel, mais on ne cache pas du tout à ceux qu'on recrute parmi les francs-maçons ou à qui on demande de passer les premiers grades de francs-maçons, on ne leur cache pas du tout le projet qui est celui des Rose-Croix d'Or. J'ai une remarque d'ailleurs sur les Illuminaten, Pierre-Yves, parce que, donc je rappelle en quelques mots, c'est une société qui a été créée en 1776 en Bavière par un certain Adam Weishaupt et qui va être en fait pourchassé et condamné par les autorités moins de 10 ans après. Et dans ce livre-là, vous dites beaucoup plus clairement que dans le précédent que les Illuminaten ont un fonctionnement de type sectaire, avec un gourou à leur tête. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans ces sociétés-là, un fonctionnement pyramidal comme ça, et vraiment aujourd'hui on qualifierait ça de secte, Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien pour les sociétés secrètes à dimension conspirative du 19e siècle, 20e siècle, parce qu'effectivement, leurs membres risquent leur vie. On est franc-maçon au XVIIIe siècle, sauf très très rare exception où on peut être condamné à de la prison, etc. Et puis on a 1 ou 2 exemples qui sont tragiques, mais sinon il n'y a pas du tout cette dimension-là. Donc la franc-maçonnerie ne fonctionne pas du tout comme une secte. Ça, c'est très clair. En revanche, on a la question effectivement du gourou chez Adam Weishaupt. Forcément aussi, l'avantage que ce soit la poursuite de l'enquête, mais à des périodes différentes. Il y a un certain nombre de textes que j'ai vus à ce moment-là que je n'avais pas vus pour le précédent livre et qui, à mon avis, moi, je mettais beaucoup de choses sur l'aspect mégalomaniaque de Spartacus, qui est le cas, il se compare à Jésus, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un fonctionnement de type sectaire qui, en travaillant sur cette enquête-là,
mais apparu encore plus nettement qu'auparavant. Ça, c'est très clair. Et qu'on peut retrouver, alors aussi bien en Ku Klux Klan, où l'idée après, c'est bien évidemment, pour prendre la place, il faut éliminer le dirigeant précédent. On le trouve aussi dans la loge... qui est une pseudo-loge maçonnique de Propaganda Due, P2, italienne, en Italie, voilà, où là, il y a un fonctionnement clairement de type sectaire, oui, tout à fait, y compris aussi en terrorisant certains des membres, ce qui, par exemple, dans un ordre initiatique, n'existe absolument pas. Et tout à fait, c'est ça la grande différence entre les unes et les autres. Vous avez dit qu'au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie avait été l'objet d'assez peu de condamnations. Est-ce que c'est pas parce que, en partie, c'est un ordre à secret, mais pas un ordre secret clandestin? C'est-à-dire qu'il revendique en fait une place dans le débat philosophique, politique, religieux. Et donc cherche à influencer et à gagner finalement l'amitié aussi des gens de pouvoir. Est-ce que c'est pas aussi lié à ça? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour la franc-maçonnerie, au XVIIIe siècle, elle se nomme elle-même la royale. L'objectif, c'est d'avoir au mieux, l'adhésion des princes, et ça peut fonctionner dans différents États, la Prusse, la Suède, le Danemark, etc. Au pire, une forme de protection, voilà, et à défaut de prince du sang, etc. Donc oui, mais en même temps, cette recherche-là est quand même à l'origine de certaines condamnations. Si on pense aux 2 condamnations pontificales de 1738 et 1751, il y a bien sûr des questions propres à la géopolitique italienne, etc., et en relation avec l'Espagne. C'est souvent ça qu'on met en avant. Mais il n'empêche qu'il y a un point commun, c'est que pour l'Église catholique, il y a 2 choses qui sont inadmissibles. C'est cette forme, ce qu'on appelle le latitudinarisme, parce que c'est inspiré de Newton, trouver le plus petit dénominateur commun entre des hommes qui sans cela seraient restés à perpétuelle distance. C'est le propre des constitutions de 1723. C'est l'idée qu'on peut pas mettre sur un pied d'égalité, on peut pas considérer comme frères l'un à côté de l'autre un catholique et un protestant. Parce que si on le fait, ça veut dire qu'on n'est pas assez fort de sa foi pour accepter finalement de fraterniser avec l'autre, celui avec qui on s'est tripé joyeusement un siècle plus tôt. Donc ça, c'est pas possible. Il y a un autre aspect qui est pas, donc le relativisme religieux ou confessionnel. Et l'autre aspect, c'est que l'ensemble de ces rituels se déroulent dans un temple directement inspiré du temple de Salomon, donc du monde de l'Ancien Testament, avec Hiram, etc., et qu'on prête serment sur la Bible. Et ça, dans le monde protestant, ça ne pose pas problème, à quelques toutes petites exceptions près. Dans le monde catholique, cette religion du serment, mais qui échapperait au contrôle du dogme et de l'Église, ça c'est pas possible. Et ça explique, y compris certains des conflits contemporains, jusqu'avec la double appartenance d'un certain nombre par exemple, de prêtres à la maçonnerie et de la maçonnerie, en disant la maçonnerie, c'est la vision officielle de Rome. La maçonnerie demande à ses membres une adhésion totale. Selon les textes, ils ont effacé le terme de secte, et de ce fait-là, elle est incompatible avec l'appartenance à l'Église catholique. Voilà. Et donc ça, c'est un vieux débat, parce que il y a un certain nombre de francs-maçons qui vont dire oui, mais nous, on est des catholiques pratiquants. Au XVIIIe siècle, il y a même des pères abbés qui sont vénérables de leur loge, etc. Donc, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il y a vraiment une incompatibilité de compréhension. Et il y a la peur, du point de vue de Rome, d'une forme de concurrence. Vous avez dit un petit mot sur les rituels qu'on retrouve finalement à travers toutes ces loges. Donc il y a des symboles, il y a des références à la chevalerie, on a parlé des différents grades qui peuvent être mélangés. Ces références, elles sont flatteuses pour les membres. Même le système de progression, c'est un système qui rend aussi addict. C'est un argument publicitaire finalement pour rentrer. Et ça nous met le doigt sur une des fonctions du secret d'ailleurs que vous détaillez dans le livre, c'est que le secret attire, c'est-à-dire que la puissance d'attraction de ce secret est quasiment sans limite. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a envie d'en être et d'en connaître, quoi. Exactement. Et puis de se dire que si on est maître, pourquoi pas on serait maître élu, pourquoi pas maître écossais, comme je disais tout à l'heure, souverain prince de Rose-Croix, etc. Enfin, il y a toute forme. C'est l'imagination au pouvoir. Il y a des systèmes de grades en dizaines de grades, et même chez les Illuminatons, avec cette organisation en classe. La troisième, c'est les petits et les grands mystères. Et on va devenir mage, roi, prince, etc. C'est sans limite. Et quand vous entrez dans les sociétés qui ont une dimension
clairement secrète et conspirative. Dans le Ku Klux Klan, vous allez devenir faucon de la nuit, sorcier impérial, etc. La même chose aussi. Et avec des uniformes, avec donc des cérémonies particulièrement flatteuses, qui permettent aussi à des gens qui peuvent avoir des vies tout à fait ordinaires. Il y a des gens qui ont des vies extraordinaires dans ces mondes-là. Bon, Lafayette, qui est porté à la tête des Carbonari, a une vie bien évidemment exceptionnelle, même si c'est le vieux Lafayette, là, et pas le jeune de la guerre d'indépendance américaine. Mais vous en avez qui ont des vies tout à fait ordinaires et qui là se révèlent. Vous disiez addict, il y a une addiction au secret considéré comme une source de pouvoir. Et dans les textes que je cite, on voit comment ils ont travaillé l'aspect psychologique. On parle du plaisir qu'on va avoir à gouverner les hommes. Et non seulement ceux à l'extérieur, parce qu'on va diriger le monde sans qu'ils en aient conscience, mais aussi à l'intérieur, parce que c'est extraordinairement hiérarchisé. Vous avez fait le lien avec la troisième partie du livre, Pierre-Yves, en parlant du Ku Klux Klan et des Carbonari. Donc Carbonari, une organisation italienne, et le Ku Klux Klan qu'on connaît donc comme organisation américaine. C'est la troisième période que vous individualisez dans l'histoire des sociétés secrètes à partir donc du 19e siècle. Alors là encore, on va pas revenir en détail, mais le secret fascine, le secret intimide. On a les mêmes mécaniques, mais l'élément nouveau, c'est que ces sociétés mènent désormais des actions clandestines et violentes, ce qui est nouveau. Pourquoi cette radicalité de l'action ? Moi, je crois qu'il y a quand même une rupture avec les révolutions. Pas simplement la Révolution française, mais l'ensemble des dynamiques révolutionnaires qui fait que il y a, lors de l'effondrement de l'héritage révolutionnaire et napoléonien, il y a vraiment, à travers toute l'Europe, une chasse au secret, aux sociétés secrètes, avec là aussi une intoxication, par exemple, de la police qui va imaginer plusieurs centaines de personnes quand il y en aura quelques dizaines, etc. Donc en fait, il y a un phénomène de peur, la peur d'être dévoilé, la peur d'être dénoncé, la peur d'être démasqué, et ça joue énormément, donc ça génère de la violence en retour, à la fois en interne contre des membres éventuellement infiltrés, donc une forme de paranoïa, etc. En externe, parce que il y a l'idée que c'est pas simplement un combat d'idées, etc. Il y a une sorte de combat à mort qui s'est engagé entre les forces, eux vont dire les forces du progrès, ou alors du rétablissement de l'ordre, etc., de ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être quand c'est la guerre civile américaine, et puis les membres. Donc il y a une dimension, il faut vraiment terroriser l'adversaire, et il faut aussi terroriser à l'intérieur, ce qui n'existait pas du tout dans les périodes antérieures, les membres les plus faibles, soit pour qu'ils serrent les rangs, soit pour qu'on dévoile leur faiblesse et qu'on puisse les exclure. Donc il y a vraiment le secret, là est devenu une forme de sélection naturelle à l'intérieur des membres potentiels et vis-à-vis de l'extérieur pour éliminer tous ceux qui seraient les ennemis, y compris par des éliminations violentes. Et dans le cas de P2, par exemple, on voit très bien, c'est toutes les campagnes de terreur qui sont menées dans l'Italie contemporaine. Pour à un moment donné, l'idée c'est de faire basculer l'opinion pour qu'elle adhère à un régime autoritaire. Donc on n'est plus du tout dans le combat d'idées, là, on est dans des combats qui peuvent être idéologiques, mais il y a une dimension, le secret désormais doit être un secret non pas plus symbolique, etc., mais protecteur, et gare à ceux qui le violeraient ou qui le mettraient en difficulté, parce qu'ils risquent leur vie. Et ces rivalités internes, on le voit aussi dans le cas du Ku Klux Klan, puisque il y a des rivalités entre chefs, il y a des gens qui sont exclus et qui ensuite jettent sur la place publique leur amertume et voire même dénoncent des anciens membres. Et on voit que les questions de savoir qui en est, qui n'en est pas, ça traverse aussi cette période-là du XXe siècle. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, moi, je dirais que ça commence avec les Illuminateurs, parce que ce qui m'avait frappé en travaillant sur eux, c'est que en 1785, quand effectivement le pouvoir bavarois commence à avoir peur de leur influence et décide donc de taper un grand coup dans la fourmilière, la punition, c'est la publication des listes, des noms, ce qu'on n'aurait pas fait avant. Et ça, c'est resté. On veut absolument savoir qui est membre
de ces sociétés secrètes, quitte parfois à dire le vrai pour connaître le faux et vice-versa, ou alors aussi à parfois revendiquer d'en être alors qu'on n'en est pas, parce qu'on se dit que du coup on va être auréolé d'une forme de puissance, etc. Ah oui, tout à fait. Ça va jusqu'à notre... Enfin, la fin de la trajectoire que je dessine dans le livre, c'est-à-dire vraiment le 21e siècle, oui. Oui, parce que plus près de nous, vous parlez des QAnon, le mouvement de la sphère complotiste américaine, et aussi des Anonymous, vous avez parlé des masques. Justement, le sous-titre de votre livre, c'est des Rose-Croix aux Anonymous. Pourquoi vous les individualisez eux? On voit d'ailleurs qu'il y a le masque, le fameux masque en couverture. Qu'est-ce que ça nous apprend spécifiquement les Anonymous? Ben alors, moi, ce qui m'intéressait justement, c'est, dans les deux cas, c'est une révolution de la communication et d'utilisation qu'on peut faire de la communication par le livre. Donc au plus proche de l'événement, de la rentrée littéraire dans le cadre des Rose-Croix, avec Internet, mais une vision libertarienne, contestataire d'Internet dans le cas des Anonymous, mais toutes les deux font référence à la même période. Parce que, en fait, les Anonymous, eux, sont allés chercher le masque de Guy Fawkes, donc d'une insurrection violente des catholiques dans l'Angleterre du roi Jacques Ier, donc tout à fait contemporaine de l'époque des Rose-Croix. Et en fait, il revisite ça, non pas comme un acte violent, puisque Guy Fawkes et les siens voulaient juste à Westminster, à l'entrée du Parlement, faire tout sauter, voilà. Et en fait, comme un acte de libération. Et moi, ce qui m'avait frappé dans les deux cas, c'est que le point commun, c'est la fiction. La fiction littéraire voulue par les auteurs des Rose-Croix. Et dans le cas des Anonymous, à l'origine, on a une histoire authentique, la Gunpowder Night, la conspiration des poudres, mais aussi V for Vendetta, aussi bien la bande dessinée que le film qui en est inspiré, etc. Et dans la bande dessinée, il y a une référence historique permanente, en même temps une théâtralisation, exactement ce qu'on trouve d'inspiration shakespearienne, qu'on trouve dans le cas des Rose-Croix. Et c'est pour ça que je voulais encadrer, c'est un livre d'histoire, mais je voulais l'encadrer à la fois par un prologue et un épilogue, avec cette dimension où l'histoire se nourrit, donc l'histoire se nourrit de fiction et la fiction se nourrit d'histoire. Et je pense qu'en fait, dans les deux cas, la force de ces mouvements-là, c'est de raconter une autre histoire, c'est de proposer un narratif alternatif à ce qu'on apprend en général. Et aussi, c'est sur cette vague-là que surfent tous les mouvements conspirationnistes dont vous avez parlé à l'instant, QAnon et les autres, qui vont dire « on vous a dit que l'histoire c'était ça, mais en fait l'histoire c'est celle des sociétés secrètes ou alors des plans secrets qu'on vous cache, que nous allons vous révéler et qui vont raconter une toute autre histoire. » Et je crois que si on ne prend pas en compte la puissance justement d'évocation donc du réel par l'imaginaire, on ne comprend pas la force de ces références-là. On pourrait se dire, c'est vieux comme le monde, ça a 4 siècles, pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher cette effigie qu'on a déjà pour en faire le masque, parce que pour eux c'était une forme de libération. Et bien évidemment que leur idée c'est pas de se débarrasser du pouvoir du roi Jacques. Par contre, leur idée dans la bande dessinée, c'est dans l'Angleterre thatchérienne qui est en train de tourner un régime illibéral, de se révolter contre ceux qui devraient être l'incarnation d'un pouvoir à l'écoute des citoyens et qui sont en fait l'incarnation des pires perversions. Il y a une force de la fiction et de la narration pour raconter aussi les trames possibles de l'histoire. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est aujourd'hui, alors qu'il y a une production extraordinairement riche de fiction, etc., de séries, qu'on retrouve ce côté, on feuilletonne de la fiction ancienne, avec des rebondissements. Et c'est pour ça qu'elle se nourrit si souvent de ces références au secret, parce que non seulement ça fait fantasmer les gens, mais ça parle consciemment ou de manière très très floue à nos imaginaires. Il y a un exemple qu'on peut donner et qui va dans le sens justement d'une certaine crédibilité historique, c'est dans les supports de fiction que vous citez. Alors il y a des livres, il y a des bandes dessinées, il y a des séries comme Dune, des jeux vidéo comme Assassin's Creed et l'une que j'ai relevée parce que j'avais commencé à la lire à l'époque, c'est la bande dessinée 13 qui elle part en fait de plusieurs siècles d'histoire pour aboutir à une conspiration contemporaine.
Oui, tout à fait. Ou moi, je dirais peut-être même l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont partis au départ sur une conspiration très contemporaine. On a l'impression de revivre finalement les années Kennedy avec etc. Et puis finalement, au fil du succès de la série, puis à un moment donné, usé jusqu'à la corde, hein, donc de remonter aux origines qui remonteraient jusqu'au Mayflower en fait, hein, à la conspiration initiale. Donc on part du contemporain et pour lui donner sens, on remonte. On explique en fait tout ça, c'est 5 siècles d'histoire. Et ce qui a dû vous frapper dans 13, c'est l'utilisation en permanence de la généalogie, de la même façon, de la façon dont on se passe de génération en génération un certain nombre de conspirations. C'est tellement compliqué qu'il faut même représenter les arbres généalogiques, mettre des documents annexes pour essayer non seulement de documenter tout ça, mais qu'on ne s'y perde pas. Et puis régulièrement, on convoque tel ou tel historien pour essayer de faire comprendre aux héros ou pas aux héros, mais un certain nombre de clés de l'histoire, tellement ça devient complexe. À mon avis, c'est la limite de l'exercice, c'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de conspiration dans la conspiration et que chaque ordre secret en cache un autre, au bout d'un moment, l'effet poupée gigogne devient absolument étouffant. Mais en tout cas, dans tous les cas, à mon avis, que je cite, au moins initialement ou pendant plusieurs décennies, il y a eu un formidable succès parce que, tout simplement, ça fascine. Et là encore, c'est l'histoire de nos peurs. Cette bande dessinée, comme les autres qu'on a citées, bon, on sait que c'est de la fiction. On sait que c'est pas dangereux, c'est quasiment folklorique. Est-ce que parmi les sociétés secrètes aujourd'hui, ou en tout cas, disons, dans la sphère complotiste, est-ce que pour vous, ça représente un danger aujourd'hui pour notre vie en société? Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, contre cette désinformation? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Souvent, on les dévoile a posteriori. L'exemple P2, hein. Donc là, il y a une réalité, enquête, etc., etc. Donc parfois, je veux dire, la réalité est même plus forte encore que la fiction, parce qu'après, effectivement, y compris tel ou tel qu'on retrouve suicidé, on se dit, c'est un réservoir à un nombre de scénarios pas possible à rebondissement, etc. Mais moi, je pense que ce qui est grave, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, soit on considère que c'est secondaire, que c'est un épiphénomène, etc. Et on s'interdit de prendre au sérieux la puissance de l'histoire qui est racontée. Et comme désormais, aujourd'hui, avec pas simplement, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que le support, c'est le fait que y a une remise en cause systématique de tout ce qui est autorité, scientifique, politique, etc., etc. Avant, il y avait l'argument d'autorité, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, maintenant, y compris quand on commence à travailler sur les Lumières, première chose, déjà au collège ou au lycée, on va vous dire, non mais les Lumières, c'est pas ça, c'est les francs-maçons, les Illuminati, etc. Donc en fait, c'est omniprésent dans l'imaginaire collectif. Et que je pense que si on traite ça par l'indifférence ou par un petit sourire narquois en disant c'est pour les mépris, gens mépris, c'est pour les gens pas très très intelligents, etc. On s'interdit de croire que ce type de représentation, moi depuis que je travaille dessus, je me rends compte que c'est très largement partagé par des pans très différents, des segments très différents de la société, éduqués, pas éduqués, favorisés, pas favorisés, etc. Ça marche extraordinairement bien. D'ailleurs, s'il y a autant de fiction sur le sujet, c'est que ça marche, ça concerne tout public. Et que ne pas le prendre au sérieux, c'est de pas se rendre compte que ça produit non seulement un récit alternatif, mais un renversement complet du monde, où en fait ce sont ceux qui développent ces thèses-là qui sont désormais les dépositaires de l'esprit critique, alors que ceux qui, au contraire, auraient dit on fait ça pour faire triompher les Lumières, la connaissance, etc., seront taxés d'être là uniquement pour maintenir tel ou tel groupe au pouvoir, et puis masquer, dissimuler, etc. Donc il y a un vrai danger, parce que non seulement le secret séduit, mais c'est devenu une clé de lecture qu'on peut mobiliser à peu près dans tous les domaines, alors qu'on aurait pu dire, voilà, c'est un domaine particulier, comme les Rose-Croix, l'Europe a peur au début du XVIIe siècle, etc. Il y a pas aujourd'hui un domaine qui peut échapper à ça. Et comme chacun a sa propre référence derrière, il suffit de mettre tout ça, de tisser ce narratif entre toutes, et on dit, vous voyez, il n'y a pas un élément qui échappe à ça. Et je pense qu'il y a un vrai danger par rapport à ça.
D'où l'importance, Pierre-Yves, de votre travail d'analyse, d'historien, de mettre des mots et puis des concepts sur ces notions qui sont anciennes. Et pour terminer, vous écrivez qu'il faut mener ce travail, certes, mais, je vous cite, sans jamais oublier que l'addiction au secret affecte également parfois ceux qui partent sur les traces des maîtres des secrets. Est-ce que ça veut dire que vous êtes accro? Est-ce que vous continuez à travailler dessus? Est-ce que ça signifie qu'on aura d'autres discussions sur le sujet? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère, parce que c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, Hassan. Mais plus sérieusement, moi, je pense que quel que soit le domaine historique dans lequel on travaille, il faut de la distance critique par rapport à son objet. Quand on est fasciné de voir un certain nombre de choses, mécanismes fonctionner très bien, il y a quand même le risque de se prendre au jeu. Je pense que c'est pas du tout neutre. C'est exactement comme quand on travaille sur les sectes, etc. Je pense que il y a aussi une façon de voir les choses qui peut changer, qui peut s'altérer. Moi, je pense que l'addiction existe. La preuve, chacun et chacune d'entre nous, quand on suit une série, on sait que c'est une série, on sait que c'est une fiction, on sait qu'un certain nombre de rebondissements sont pas vrais, sont de l'ordre du, il faut qu'il y ait rebondissement. C'est pas forcément un écho direct à ce qu'on vit aujourd'hui, et pourtant on est complètement happé par ça. Et on parlait des univers, l'univers de Dune dont je parlais tout à l'heure fonctionne vraiment aussi comme ça et met en avant dans les derniers avatars de Dune justement un certain nombre d'ordres secrets ou de sociétés secrètes. Donc je pense que à force, pas forcément d'en voir partout, mais de voir partout l'efficacité du schéma explicatif que ça propose, il y a toujours un risque d'addiction ou de moindre distance critique. Et de temps en temps, un travail honnête d'historien, c'est de se dire, oui, attention, moi aussi, à pas tomber dans cette forme d'addiction par rapport au secret. Merci beaucoup, Pierre-Yves Beaurepaire, d'être venu parler de ce livre. Et c'est moi qui vous remercie, Hassan Moubarak. Je rappelle le titre du livre, Les sociétés secrètes, des Rose-Croix aux Anonymous, 17e, 21e siècle. C'est paru chez Talandier et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci, Hassan.